Bonjour à vous tous et à vous toutes qui nous regardez un petit peu partout en France. Bienvenue en Normandie sur la plage de Colleville-sur-Mer, sur la côte du Calvados. Une plage qui s'appelait Omaha Beach il y a 8 décennies. Nous sommes ensemble toute cette semaine pour célébrer le 80e anniversaire du débarquement de juin 1944 sur ce sable normand. Et le thème de l'émission aujourd'hui, c'est le patrimoine de ce D-Day, de cette bataille de Normandie. Et notre invité est Christophe Friem. Bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes historien au Mémorial de Caen et on parlera avec vous des nombreux vestiges qui jalonnent encore le sol de la Normandie et les côtes de la Normandie. Avant cela, on va tout de suite découvrir l'image du jour. Eh bien, elle nous emmène chez nos voisins bretons, dans le Morbihan, à Plumelec, où se déroule en présence du président de la République, Emmanuel Macron, une cérémonie en hommage aux premiers morts français du jour J, aux maquisards français et aux combattants français des SAS, les Special Air Service. Ce sont un peu les ancêtres des forces spéciales qu'on connaît aujourd'hui. Et il y avait donc des Français qui ont été parachutés sur la Bretagne avec des Anglais et des Belges pour des opérations de guérilla et de harcèlement des Allemands. Cette cérémonie officielle avec Emmanuel Macron, elle a commencé avec un petit peu de retard, mais vous le voyez, le président est bien arrivé dans le Morbihan. Christophe Friem, vous êtes un grand spécialiste des SAS parce que vous avez créé un livre qui s'appelle SAS, les Indomptables. C'est vraiment une unité spéciale, c'est un peu des têtes brûlées, ces combattants, un peu hors normes par rapport aux standards de l'armée habituelle. Oui, des têtes brûlées, comme vous l'avez dit, ce sont vraiment les ancêtres des premières forces spéciales. Je dirais aujourd'hui encore, dans l'armée française, on a le premier RPIMA qui reprend leur tradition. C'est vraiment une unité qui a commencé à opérer en Afrique du Nord, je veux dire, très loin derrière les lignes ennemies. Ils vont garder justement ce type de tactique et donc on les place finalement dans des situations extrêmement périlleuses, comme ici dans le Morbihan, où ils vont accompagner un maquis mobilisateur, celui de Saint-Marcel, avec plus ou moins de succès, mais aussi surtout beaucoup de pertes. Alors, on découvre en fait avec le patrimoine du jour J ici en Normandie que les recherches, elles sont incessantes, que tous les ans, on trouve des nouvelles choses. C'est assez passionnant pour un historien comme vous, j'imagine. Oui, on trouve énormément de choses. Alors bien sûr, pour les musées, on va dire que c'est de l'archéologie de grenier. C'est ce que nos grands-parents, arrière-grands-parents ont pu conserver et qu'on retrouve. Mais aussi, ce sont les archéologues qui, lorsqu'ils font de l'archéologie des opérations préventives, oui, finalement... C'est le boulot de l'INRAP, voilà, l'Institut national des recherches préventives. Et donc ils trouvent justement, notamment à Caen, justement à chaque fois qu'on creuse, on trouve soit des vestiges des bombardements ou alors des positions allemandes qu'on avait totalement oubliées. Alors, il y a les bunkers bien sûr, mais il y a aussi des vestiges beaucoup plus imposants, comme les fameux caissons Phénix. S'il y a des gens en France qui sont déjà allés du côté d'Arromanches, par exemple, ils voient très bien ces caissons qui jalonnent le large d'Arromanches et du port, parce que ce sont des vestiges du port artificiel que les Alliés ont amené avec eux lors du débarquement. Est-ce qu'on pourra sauver ces caissons qui se délitent, qui vieillissent, ou est-ce que c'est une opération qui est hors de prix et c'est déjà trop tard ? Je pense que oui, il est déjà trop tard. Finalement, la partie visible va disparaître au fur et à mesure. Elle le fait depuis 80 ans. Il ne faut pas oublier que ce ne sont pas des structures qui ont été conçues pour durer autant. Donc il subsistera, je pense, dans 10-20 ans, uniquement les bases qui seront sous l'eau. Et puis il y a les fameuses barges de débarquement qui avaient été inventées par Andrew Higgins en Louisiane. C'était des bateaux de travail pour le bayou et il avait adapté ça à l'armée américaine. On trouve encore des barges. Il y en a une qui a été restaurée récemment, qui est en cours de restauration au Wings Museum à côté de Caen. C'est quand même beaucoup plus simple pour la sauvegarde d'avoir un vrai objet qu'une vidéo. Ah oui, tout à fait. Je dirais, le fait d'avoir un objet réel, authentique, finalement, on apprend des choses. On peut l'analyser, je dirais, on peut aussi le manipuler. Et donc à chaque fois, finalement, on se rend compte de petites choses auxquelles on ne pensait pas de prime abord. Alors, il y a aussi les bunkers, ça c'est vraiment des témoins allemands du mur de l'Atlantique, cette ligne de fortification. Il y en a un Jeffoz-Fontenay, qui est une commune de 130 habitants qui est située près d'Isigny, dans le Calvados. Et l'un de ces bunkers est quasiment intact. Laurent Cambre et Maëlène Nicolas nous le présentent. Depuis 80 ans, le bunker WN90 surveille la baie d'Évé.
Situé entre Utah Beach et Omaha Beach, il était l'un des points d'appui du mur de l'Atlantique. Dans cette casemate, les soldats allemands avaient installé des canons. La double embrasure leur permettait de couvrir la baie, mais aussi l'embouchure de la Vire. Contrairement à beaucoup d'autres, ce bunker est resté en bon état. Il est sur le littoral, il appartient à l'État. Il n'y a aucune obligation d'entretien, mais bon, on nettoie, on l'entretient un petit peu quand même. On espère qu'il reste comme il est, qu'il soit toujours à une bonne distance de la mer, qu'il ne soit pas pris par la mer, par le trait de côte. C'est un morceau de patrimoine qu'il faut absolument garder, qu'il faut conserver. À part quelques promeneurs qui empruntent le GR, peu de touristes viennent à cet endroit. Et il n'y a aucun panneau pour les renseigner sur l'histoire de cet abri militaire en béton. Le bunker a quand même fini par se trouver un guide. Luc, un collectionneur passionné d'histoire, amène régulièrement des petits groupes de visiteurs sur le site. La carte, elle est simple. La grande bande de terre que vous avez en face de vous, c'est le Cotentin, c'est la Manche. Ici, on est dans le Calvados. Et notre petit bunker, grosso modo, il est dans la Rognotte, tout simplement. Mais là, ce petit bunker était face à Utah Beach. J'aime partager et je pense que nous sommes une telle terre d'histoire qu'il fallait la rendre vivante. Et j'ai pensé que le faire visiter, raconter l'histoire des gens qui ont vécu ces instants-là, je pensais que c'était primordial. C'est un vestige d'une période difficile dans notre pays, ben voilà, on le garde tel que, mais on s'en sert pour faire passer un message de paix. Parmi les visiteurs du jour, Eugène, qui avait 6 ans en 1944, a vécu le débarquement. Pour lui aussi, il est important de garder ce bunker allemand. Oh oui, il faut le conserver. Ben c'est quand même une mémoire. Si on n'a plus ce blocos, qu'est-ce qu'on va raconter? On n'a plus rien à dire à nos petits-enfants. Donc je trouve que c'est un devoir de mémoire. Voilà pour ce bunker de Jeffos-Fontenay, très bien conservé donc. Et c'est vrai que des bunkers, on en trouve de l'Europe du Nord jusqu'à la frontière espagnole, c'est le fameux mur de l'Atlantique. Tout patrimoine, tout objet en fait est une mémoire. Oui, tout objet. Après, c'est vrai qu'on est sur des objets sériels, hein, même les bunkers en sont, puisqu'il y avait des modèles très, très standards. Mais le fait, par exemple, que ces fameux bunkers soient installés à un endroit ou à un autre, justement, c'est ce qui donne un petit plus historique, notamment celui-ci, parce que, comme le dit le monsieur, il tire sur Utah Beach. Donc c'est un point de résistance qu'on ne va pas forcément citer dans les ouvrages. Et on pense notamment à une batterie allemande à Longues-sur-Mer, qui n'est pas très loin d'ici, avec 4 bunkers qui sont parfaitement conservés. C'est vrai qu'il y a des ouvrages qui historiquement parlent beaucoup. Il y a beaucoup de public qui vient les voir aussi. Tout ça, ça fait partie effectivement du patrimoine mémoriel. Oui, et ce sont des lieux, finalement des hauts lieux maintenant, ici en Normandie, lorsqu'on s'intéresse au D-Day. Et en plus, ce sont des lieux qu'il faut... je dirais un petit peu aménagé, puisque finalement c'est un petit peu la rançon de la gloire. Donc il faut aussi permettre justement de les rendre accessibles au public. Mais c'est passionnant pour un chercheur comme vous, pour un historien comme vous, d'avoir ce patrimoine à ciel ouvert à côté, quoi. Oui, et ça explique aussi pourquoi ce champ de bataille normand attire autant, c'est qu'il y a encore des traces visibles. Donc autant faire tout ce que l'on peut pour les préserver aujourd'hui. C'est un Américain qui me disait la tapisserie de Bayeux, ça fait 1000 ans qu'elle existe, il y a encore des gens qui viennent la voir. Donc le patrimoine du débarquement, vous inquiétez pas, il y aura toujours du monde pour venir le voir. Oui, la seule différence, c'est que le patrimoine, en tout cas tout ce qui est en extérieur, lui aussi subit les outrages du temps et aujourd'hui notamment aussi du réchauffement climatique, parce qu'ils sont dans des positions beaucoup plus sensibles. Alors comment concilier la fréquentation des sites historiques, notamment les plages du débarquement, et puis la préservation naturelle de ces sites? Eh bien en Normandie, le Conservatoire du littoral protège plus de 13 000 hectares de rivage. Reportage de Maëlène Nicolas et Lucas Métairie. Elle est connue dans le monde entier. La plage d'Omaha est l'une des plus fréquentées du Calvados. Un site chargé d'histoire, mais qu'il faut aussi préserver, tant sur l'aspect mémoriel que sur l'aspect environnemental. C'est la mission du Conservatoire du littoral depuis près de 50 ans. On aménage ces sites pour justement protéger les écosystèmes, protéger des paysages, protéger le site d'Omaha Beach en l'occurrence, et on organise la fréquentation avec notamment le gestionnaire, le département du Calvados ici. On canalise le public, on fait des sentiers,
On constitue aussi des aires de stationnement pour que les gens se garent au bon endroit. Un site, si on le veut, emblématique d'un point de vue historique, d'un point de vue reconnaissance nationale ou internationale, il y a un effort collectif à faire. Ce travail passe aussi par la renaturation de certains sites, comme ici, où se trouvait autrefois un parking. Aujourd'hui, la nature a repris ses droits. Benjamin Hollet veille à la bonne santé de ces lieux sur le terrain en coalition avec le Conservatoire du Littoral. Il sensibilise le public et parfois même verbalise. Les gens qui vont emprunter le sentier de randonnée qui sont juste derrière, on les canalise pour éviter qu'ils aillent vraiment partout ici et qu'ils viennent perturber en fait cet espace où on pourrait avoir de la nidification ou de la reproduction de mammifères ou même des gens qui vont tout bêtement aller cueillir des fleurs pensant bien faire, mais petit à petit c'est des dégâts qu'on évite au fur et à mesure. Un autre exemple, la batterie de Longues-sur-Mer. Ce site a été complètement réaménagé il y a 2 ans. Le parking a été reculé, un bâtiment et un parcours ont été créés, le tout pour offrir aux touristes un paysage plus authentique sur ce lieu de mémoire. Ce projet il a permis aussi de retravailler sur la fréquentation du site, de sortir vraiment les voitures du site de la batterie de Longues, d'en faire un espace dédié aux piétons et d'avoir une zone d'interprétation aussi avec des panneaux qui permettent à tout à chacun de comprendre ce qu'est le patrimoine de ce site, le patrimoine culturel, historique, mais aussi le patrimoine géologique et le patrimoine naturel. Des paysages que la Seconde Guerre mondiale a façonnés, mais qu'aujourd'hui, la nature se réapproprie. Voilà, le Conservatoire du Littoral a vraiment un rôle déterminant dans la sauvegarde du patrimoine et des côtes. Oui, donc bien sûr, je dirais, tous ces vestiges sont situés dans son périmètre, mais bien sûr, il y a forcément un moment, en fonction de l'ouvrage, de la zone où il est, il faudra faire un choix. Je veux dire, certains, finalement, vont mourir de leur belle mort, notamment ceux qui sont presque au sommet de falaise. Alors ça, c'est pour la côte, mais vous, au Mémorial de Caen, vous avez, et j'engage tout le monde à aller visiter ce beau musée, on y reviendra tout à l'heure, mais vous avez dans vos réserves des trésors, vraiment. Un petit peu comme tous les musées, finalement. Mais vous, il y en a beaucoup quand même. Il y en a beaucoup, mais il pourrait y en avoir plus aussi. Après, il faut les sélectionner et faire en sorte de pouvoir les interpréter. Je veux dire, c'est là le plus important, de manière aussi à les rendre intelligibles, notamment pour le grand public qui, pour l'essentiel, justement, ne connaît pas véritablement ces objets. Mais chaque objet raconte une histoire aussi, quel qu'il soit en fait. Ça peut être l'histoire de son propriétaire, ça peut être l'histoire de finalement sa provenance, sa pérégrination finalement qui peut être aussi intéressante, quand notamment elle passe du militaire au civil. Oui, c'est aussi le rôle du musée des civils qu'il y a à Falaise, là, qui a une approche très intéressante, vraiment. Oui, tout simplement parce que les civils ont été les grands oubliés finalement de l'histoire du débarquement et de la bataille de Normandie. Maintenant on le sait, il y a 20 000 civils normands qui ont péri pendant cette bataille. Et il est intéressant justement de s'attarder sur leur sort. Et derrière cela, finalement, on réfléchit aussi à ce qui se passe dans les autres conflits depuis. Alors on parlait du mémorial à l'instant et de votre terrain de jeu à vous, de votre lieu de travail. J'engageais les gens à aller au mémorial parce qu'il y a une expo très intéressante en ce moment sur l'aube du siècle américain, la jeunesse des GIs qui sont venus sur nos côtes libérer l'Europe. Une expo qui raconte un peu quelle était leur vie à eux avant qu'ils débarquent. Le jazz, la littérature, le cinéma, la crise de 29 aussi. Et il y a des vétérans qui sont allés visiter cette expo au mémorial lundi soir. C'était un moment fort aussi. Oui, c'est un moment fort parce que finalement, on rentre dans leur tête, on rentre dans leur esprit, dans leur histoire. Donc finalement, on les comprend mieux. Et en même temps, justement, on livre au public une histoire que lui méconnaît totalement. Merci beaucoup à vous, Christophe Prime. Et nous, on se retrouve bien sûr ici demain pour le grand jour, le 6 juin, ici à Colleville-sur-Mer, Omaha Beach. Au revoir à tous.